Bonjour à tous, David Gallerini, directeur technique contenu et usage au sein du pôle de compétitivité Minalogic. Je vous remercie d'être présent pour ce premier webinaire d'un cycle qui va se dérouler tous les mois pendant la période 2021-2022, consacré à l'innovation dans les industries culturelles et créatives. Pour commencer ce premier opus, je remercie vivement Elodie Mauck, cofondatrice de Paxinos, d'être parmi nous pour nous parler de l'activité de sa société, d'une part, mais aussi de montrer en quoi et pourquoi être parti sur des plugins Unreal et d'apporter un Unreal augmenté, comme je l'ai énoncé, de manière à apporter des nouvelles solutions pour de l'animation et du jeu. Avant de passer la main à Elodie, je voulais aussi partager quelques infos avec vous en préambule. Vous expliquer un petit peu par rapport à ce cycle de webinaire. L'objectif, c'est de mettre en avant les innovations qui sont réalisées dans l'écosystème Minalogic, principalement et dans les industries culturelles et créatives, et de voir surtout pourquoi et comment les solutions sont arrivées, que ce soit logiciels, services et autres, sur les industries culturelles et créatives, et de mettre en avant en parallèlement quels sont les outils de financement qui ont pu contribuer ou qui peuvent être aussi des éléments aidant à la mise en place de ces innovations. L'idée, c'est de fédérer, bien évidemment, au sens large, les acteurs des industries culturelles et créatives de manière mensuelle, et donc ne pas restreint à l'Auvergne-Rhône-Alpes, même si le financement est, on le remercie, de la région est forte à ce niveau-là, mais typiquement, on a Elodie aujourd'hui qui est hors de la région, qui ouvre le bal. Donc voilà, l'idée c'est de brasser relativement large, mais mettre surtout un focus sur l'innovation et comment elle est arrivée, quelles sont les solutions mises en place. Je vous ai mis aussi l'agenda déjà prévisionnel, ce qui est assez exceptionnel. On est quasiment sur un agenda complet. Donc on débutera avec Praxinos aujourd'hui. Le mois prochain, le 9 novembre, on aura Foliascope pour parler du cinéma d'animation traditionnel, et de voir en quoi, même si c'est traditionnel, l'innovation est très présente. On aura le 14 décembre le Gram qui nous parlera du langage audio temps réel FOST et des projets de recherche sur lesquels le Gram travaille. Au mois de janvier, c'est encore en cours d'élaboration. En février, on aura Osmose IT sur le suivi des ayants droit, et en tout cas la rémunération pour que ces ayants droit aient une rémunération en accord avec les diffusions qui peuvent y avoir sur toutes les plateformes de diffusion et sur toutes les télévisions. Left Angle nous parlera du motion design, VGC Software, sur une approche aussi de l'animation 2D. N'hésitez pas à contribuer, à nous aider à constituer des thématiques ou à l'enrichir, à nous faire part de vos desiderata. Sachez aussi que ces webinaires seront mis à disposition sur la chaîne YouTube de Minalogic, donc dans une playlist qui arrivera dès quelques heures après la fin de ce premier webinaire. Et pour les adhérents Minalogic, moi je vous invite à rejoindre le groupe de travail Industrie des contenus, qui fait partie d'un des groupes de la communauté WAM que nous venons de lancer. Donc quelques éléments d'actualité. Très rapidement, je vais évoquer dans le cadre une actualité que vous devez connaître dans le cadre du plan de relance, et notamment dans les plans d'investissement d'avenir 4 de l'État. 4 dispositifs dotés de 10 millions d'euros chacun ont été lancés dans le cadre de ce plan de relance pour soutenir la filière des industries culturelles et créatives, donc qui s'intéresse principalement pour les TPE, PME et les établissements publics culturels et les associations. Et l'idée est de favoriser du cofinancement public et privé dans différents domaines. Ces domaines sont dans un premier temps à travers un AIMI, solution de billetterie innovante. Donc l'idée étant de favoriser en 2 temps un financement de solutions innovantes pour la billetterie dans le monde culturel, avec une première phase qui va identifier des pré-projets, et dans la phase 2 qui vont les financer. L'un n'étant pas lié à l'autre, à savoir. Donc clôture de l'appel le 5 novembre pour la première phase. Deuxième sujet abordé, c'est une grosse thématique qui est apparue dans les industries culturelles et créatives. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu un appel du CNC qui était sur le choc de modernisation des
des studios de production. Dans cette continuité, il y a des solutions qui sont financées, pardon, dans le cadre des alternatives vertes, donc de manière à apporter de l'éco-conception aux stratégies de gestion des productions, que ce soit de jeux vidéo, audiovisuel, cinématographique, etc. La clôture de l'appel à projet sera le 3 décembre. Idem pour les 2 autres appels à projets concernant l'expérience augmentée du spectacle vivant et la numérisation du patrimoine et de l'architecture, là qui auront la possibilité aussi d'être sur plusieurs vagues. Donc 3 vagues sont prévues, la première étant clôturée le 3 décembre. Donc l'idée étant de favoriser l'émergence de nouvelles technologies et solutions pour enrichir le spectacle vivant, et la deuxième pour la valorisation du patrimoine et de l'architecture, notamment sous forme de numérisation. Autre appel à projet, un appel à projet handicap et éducation, donc avec un budget de 400 000 € pour un financement de 5 projets maximum, visant à simplifier la vie des élèves en situation de handicap et de leurs proches aidants, et de favoriser l'intégration des élèves en situation de handicap par des approches de sensibilisation immersive. Donc pareil, idem, clôture le 5 novembre 2021. Autre aide que j'aborderai pas ici, on l'a déjà fait à travers un webinaire au mois de cet été concernant les financements européens, même si c'est une source presque intarissable et qu'il faut rester très actif. Vous avez au moins des premiers éléments sur la manière de fonctionner, sur les appels à projets qui ont été lancés, de manière déjà à vous donner une idée de ce qui est finançable et de ce qui est prévu dans le cadre notamment d'Europe créative et plus spécifiquement et parcellairement dans Horizon Europe. Vous rappelez aussi qu'au niveau national, le CNC est un grand contributeur aussi d'aide et de financement sur des projets d'innovation, donc à travers le RIAM, les aides techniques aux productions audiovisuelles, avec la gestion du Fonds national du jeu vidéo. Un organisme aussi intéressant dans le financement du cinéma, des industries culturelles, c'est l'IFSIC, et idem, ne pas oublier la possibilité de financement sur des diagnostics de design par BPI France, ainsi que le concours Innov qui intègre une thématique en lien avec les industries culturelles et créatives. Après, je vous invite aussi à consulter le guide des aides des appels à projets en région, qui est plus sur des aides au soutien à l'écriture, mais qui fait partie intégrante des industries culturelles et créative. Autre appel à manifestation d'intérêt culturel, culture, patrimoine et numérique, qui permet de financer des consortiums d'établissements culturels, de partenaires issus du monde privé, afin de créer des sociétés de projets dont le but est de valoriser la culture et le patrimoine par le numérique. Donc l'idée étant aussi d'avoir un investissement, pour le coup, avisé, tel qu'il est mentionné dans le cahier des charges de la Caisse des dépôts et consignations, donc avec un apport en fonds propres ou quasi-fonds propres, et possibilité aussi d'avoir des investissements privés dans le fonds de création de la société de projet. Voilà, l'appel à manifestation d'intérêt clos le 31 décembre 2021. Je vous ai mis aussi quelques informations sur l'appel à résidence pour l'Institut français de la Cité internationale des arts, pour l'appel à projet d'une série de jeunes adultes de Bigger Than Fiction, qui est lancée jusqu'au 17 novembre, et la mission du patrimoine pour identifier les patrimoines à aider dans le cadre de la démarche de l'État pour la préservation et la sauvegarde du patrimoine français dans toute sa diversité, qui se clôture lui, le 30 novembre. Autre aide, comme je vous disais, l'actualité est très riche. Il existe un fonds de transition écologique de la presse. Il ne vous reste plus que 3 jours pour y répondre. Donc, pour ceux qui sont mobilisés, n'hésitez pas à revenir vers moi aussi et je vous expliquerai pourquoi. L'idée étant de favoriser la mutation de la presse papier et numérique et d'en réduire l'empreinte carbone, et donc avec des aides assez massives sur les dépenses, vu que ce qui est attendu, c'est des projets assez emblématiques à hauteur de 150 000 € au minimum, qui ne doit pas dépasser 4 années. Donc avec 4 niveaux d'intervention possibles, que ce soit depuis la recherche fondamentale jusqu'à l'étude de faisabilité. Autre aide, l'appel à candidature Relance Export, qui permet développement international, donc des types de projets attendus sur de la diffusion ou de la coopération, voire sur de l'événementiel. Clôture le 29 octobre. Et pour comprendre un petit peu dans la démarche le positionnement de Minalogic, je vous ai remis, ou en tout cas je vous
partage cette vision un petit peu de l'accompagnement qui se fait en 4 phases, donc avec l'émergence de vous aider à trouver ou à maturer votre projet, notamment par la définition de son périmètre, l'identification des appels à projets ou des AMI, ou autres sources de financement potentielles, de mettre en perspective aussi la nature du projet que vous envisagez par rapport à la stratégie de l'entreprise et d'identifier ou de pré-identifier en tout cas des partenaires industriels et académiques ou voire des utilisateurs finaux, de manière à vous aider dans votre réflexion. Une fois la démarche engendrée de votre côté, c'est de vous accompagner aussi dans la qualification du projet, donc mise en relation avec les bons partenaires adaptés, relecture et commentaires du dossier, et puis faire en sorte aussi que qu'on n'ait pas connaissance, nous en tout cas de notre côté aussi, de solutions déjà existantes ou déjà financées. La troisième étape, c'est la labellisation. Donc là, c'est un certificat qui valide l'expertise minologique, soit interne, soit à travers des experts extérieurs. C'est aussi surtout vous donner les dernières recommandations pour positionner votre dossier avant son dépôt. Ensuite, ça peut être aussi préparation dans certains appels à projets à des auditions. La valorisation, c'est la dernière étape, c'est là où on va mettre en avant le projet, si financement il y a. La démarche Minalogic qui est plutôt connue pour sa micro-nano-électronique, qui était le fief originel du pôle de compétitivité, et de fil en aiguille, le pôle est devenu le pôle des technologies numériques en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, naturellement, et d'autant plus avec l'intégration de la dimension R&D d'Imaginov il y a 2 ans, la question des industries culturelles et créatives se posait au sein du pôle. D'autant plus que on constate une évolution du mode de financement des industries culturelles et créatives, où la culture et la technologie est de moins en moins scindées en deux ou distinguées, et on voit des financements, ou en tout cas des rapprochements entre les financeurs ou les modes de financement entre ces deux schismes qui étaient traditionnellement assez clivants. Donc on voit des passerelles qui s'établissent entre Europe Créative et Horizon Europe. Comme je le disais tout à l'heure, le concours Innov qui intègre une thématique pour les ICC. Et idem, à travers les financements régionaux comme EasyTech ou R&D Booster, on voit, à même titre que n'importe quel secteur d'activité, les industries culturelles et créatives bénéficier de ces aides. L'expertise minologique, elle est face à vous. Anciennement directeur R&D et directeur d'Imaginov, j'ai pu développer une certaine expertise dans ces secteurs d'activité, et de par la transition vers Minalogic, on a intégré toute la dynamique qu'il y avait, notamment une au niveau européen, qui est l'intégration de Minalogic dans le steering board d'une NAM initiative, NAM étant un métacluster européen sur l'industrie des médias et des industries culturelles et créatives. Et les perspectives, c'est de travailler aussi sur la visibilité de Minalogic plus fortement sur ces secteurs d'activité à travers des projets européens. Et nous travaillons aussi dans la réflexion aujourd'hui sur un guide des acteurs des industries culturelles et créatives au sein de Minalogic pour les mettre en avant. 2 petites infos complémentaires au niveau européen. L'appel à projet pour candidater dans Entertainment dans la culture, donc c'est pour accompagner des entrepreneurs du monde de la culture, qui est ouvert jusqu'au 13 octobre, donc plus qu'une journée, il faut faire vite. Deuxième élément, c'est la 8e édition de Perspective, qui permet de favoriser la collaboration franco-allemande, notamment sur le partage de compétences et d'inspiration autour des arts visuels et de l'architecture, et de développer des initiatives artistiques coopératives et transnationales entre les 2 pays, sur une période qui ira de mars à décembre 2022. Clôture de l'appel, 1er décembre 2021. Autre information importante, il reste quelques places, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Nous serons présents au Kick Festival. Donc pour resituer la nature de l'événement, il faut parler de l'association Kick qui promeut les industries culturelles et créatives à Namur en Belgique, et qui organise, qui a 4 grands piliers dans cette animation. Le Pavillon, qui est un espace d'exposition de 2500 mètres carrés, la Kick Galaxy, qui est une plateforme de production et de diffusion artistique, Track, qui est un hub créatif et Fab Lab de Namur, et le Kick Festival, qui est un événement qui a pour vocation à mettre en avant
toute la dynamique des industries culturelles et créatives et qui se veut un événement européen. Donc l'offre de Minalogic est d'être présent à travers une délégation sur le Kick Village, notamment avec une journée en préambule du festival sur l'organisation de tours dans l'écosystème local, et de pouvoir bénéficier d'une plateforme de mise en relation et de rendez-vous, de matchmaking, qui vous permettent de rencontrer des professionnels sur place. Minalogic bénéficie aussi de l'appui de l'ambassade de Wallonie et des organisateurs pour favoriser les rencontres et les liens avec l'écosystème local. Le coût, 600 € hors taxe pour les structures du territoire et 1 000 € pour les structures hors territoire. Une aide possible également de 200 € pour les jeunes de 18 à 35 ans. Actualité européenne, dans le même esprit, matchmaking possible à travers Creative Industry Zone 2021, donc c'est des organisateurs polonais, c'est sur la mise en relation aussi à travers les plateformes B2Match de manière virtuelle entre des acteurs du monde des industries culturelles et créatives. Positionnement Europe de l'Est, beaucoup d'acteurs de ces pays, logiquement. Voilà, si des zones géographiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit et ça vous permet de rentrer en contact avec plusieurs acteurs du domaine ou de vous faire connaître aussi en vue de monter des projets européens ou de trouver du business. Autre événement à venir, je vous invite à le marquer dans vos tablettes du 23 au 24 novembre 2021 de 13h à 17h. Nous aurons des conférences qui seront organisées dans le cadre du NEM Summit. Comme je vous disais, Minalogic fait partie du NEM Initiative. Le NEM Summit est l'événement annuel, donc qui reste de manière virtuelle cette année, mais qui va aborder différentes thématiques, dont la distribution de médias, la discussion sur l'après-Covid-19 avec une intervention de Timto, et puis les deux autres sujets sont les nouveaux formats de médias immersifs et l'avenir des médias. Et j'en ai fini. Je vais laisser la parole à Elodie pour nous parler de Praxinos et des plugins Unreal. Elodie, c'est à toi. Super, merci. En tout cas, merci pour cette présentation, parce que je ne connaissais pas certains événements, en particulier celui de Pologne. C'est chouette de savoir qu'il y a tout ça qui existe. Alors, Praxinos, avant de commencer par parler de Praxinos, je vais parler rapidement un peu de moi, histoire de situer un peu c'est quoi mon profil. Donc, je suis originaire de la ville de Metz et j'ai un BTS dessin d'animation que j'ai obtenu en 2008 au lycée technique des arts et métiers du Luxembourg. Alors, je vais quand même rapidement expliquer qu'est-ce que c'est que le dessin animé ou l'animation 2D, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise, en fait, fait pas forcément la distinction entre la 2D et la 3D. Donc la 2D, c'est un procédé qui est aussi vieux que le cinéma lui-même et qui consiste à faire plusieurs dessins, alors généralement entre 8 et 18 dessins, mais ça peut monter jusqu'à 24, donc par seconde, pour donner l'illusion du mouvement. Donc moi, j'ai été formée à la base pour faire ce métier-là. Et à titre d'exemple, du coup, vous avez tous les dessins animés qui passaient au cinéma ou à la télé jusqu'avant les années 2000. Voilà, c'était de l'animation 2D traditionnelle, faite sur papier. Et maintenant, c'est plutôt fait sur ordinateur, mais grosso modo, la technicité de l'animation reste la même. Donc j'ai été formée à ça, mais en fait, j'en ai pas fait mon métier. En fait, je suis pas devenue animatrice ou storyboardeuse, mais j'ai plutôt eu un rôle de soutien ou plutôt d'adjuvant en fait à l'animation 2D. Et du coup, j'ai eu des expériences plutôt riches et assez multicasquettes, parce que du coup, j'ai co-réalisé des making-of de séries ou d'interviews d'animateurs, j'ai fait un petit peu de web design, j'ai fait beaucoup de réalisations de tutoriels, que ce soit des guides écrits ou des vidéos. J'ai fait de la gestion de communauté sur les réseaux sociaux, j'ai été formatrice sur l'utilisation de logiciels, mais grosso modo, mon boulot principal, ça a été d'être technico-commercial. En gros, moi, je vendais un logiciel d'animation 2D et j'accompagnais les utilisateurs. Alors, ça pouvait être des indépendants, des étudiants, des écoles, mais ça pouvait surtout être des studios d'animation qui avaient souvent des besoins techniques assez poussés. Et donc, du coup, moi, mon rôle en tant que technico-commercial, c'était un peu d'être le pont entre l'animateur et le développeur. Parce que, alors en fait, moi, je suis ni développeuse ni animatrice, du coup, même si j'étais formée à l'animation, je suis pas animatrice. Mais, par exemple, dans le cadre du développement, j'ai une compréhension assez bonne en surface de ce qui est possible en développement, de ce qui est faisable ou pas.
Et j'ai du coup, j'ai une approche comme ça un peu heuristique du développement. Et pareil pour l'animation 2D, même si j'en ai pas fait mon métier, du coup, je connais comme un peu les besoins. Et puis à force de suivre des productions, je commence à bien savoir quelles sont les contraintes qu'on peut avoir en production. Et du coup, j'ai cette capacité à traduire un peu le besoin animateur pour donner des axes de développement aux développeurs. Voilà. Mais après, ils font les choses à leur sauce parce que moi, du coup, je suis pas développeuse. Mais du coup, en fait, dans le cadre de ce rôle de technico-commercial, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager. Alors, je suis allée chez Disney, chez Pixar, chez DreamWorks, chez Sony Pictures Animation, chez Blizzard. Au Japon, je suis allée chez Tatsunoko Prod, chez 4C ou 4 degrés, j'ai jamais su comment prononcer le nom de leur studio. En Irlande, je suis allée chez Cartoon Saloon, et puis même en France, du coup, Fortige Prod, Folimage, Micros, enfin voilà. J'ai une grosse empreinte carbone que j'essaye maintenant de compenser avec du télétravail depuis la crise Covid. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est un peu mon profil et tout ça. Donc ça nous mène plutôt au début de l'automne 2018, où avec d'anciens collègues et notamment même un ancien utilisateur, un ancien client, on décide de cofonder Praxinos. Alors Praxinos, c'est composé de quoi? C'est surtout composé en fait de techniciens d'animation 2D, donc soit en tant que développeurs informatiques qui développaient des logiciels, soit en tant que technico-commerciaux, comme moi du coup. Et puis à l'origine, en gros, on pensait faire de la prestation de service pour ce qu'on appelle la direction technique. En gros, la direction technique, c'est un métier, c'est ce qui permet en fait de mettre en place, ça aide en fait à mettre en place des méthodes de travail pour faire communiquer les différents logiciels qui sont utilisés en production, donc notamment en faisant des petits logiciels complémentaires ou en faisant des scripts pour optimiser en fait les workflows. Et puis pendant qu'on était dans cette réflexion, on a un de nos collègues, Fabrice, qui a été abordé par un responsable d'Epic Games, parce qu'il connaissait son parcours, il connaissait aussi un peu le mien, il savait que notre savoir-faire avait été en plus récompensé par le passé dans le cadre de notre ancien travail, et du coup ça l'intéressait. Mais du coup, qui c'est Epic Games? Parce que, alors je sais qu'il y a des gens qui connaissent, mais voilà, on va un peu mettre tout le monde sur... Alors, je voudrais lancer la vidéo, mais... Ah voilà, ça y est, je vais pouvoir lancer la vidéo, super. Donc, Epic Games, c'est une multinationale américaine qui pèse maintenant, je crois, 28 milliards de dollars et qui est présente dans 15 pays avec 52 bureaux dans le monde, dont 2 en France d'ailleurs, et qui a plus de 2600 employés. Elle est connue du grand public. Alors, pour les gens de ma génération ou les plus vieux, pour le jeu Unreal Tournament, qui est sorti dans les années 2000, qui a beaucoup amusé beaucoup de gens, mais ils sont aussi connus maintenant plus récemment pour le jeu Fortnite. Pour les jeunes et leurs parents, c'est très populaire. Mais sinon, du côté des professionnels des ICC, c'est surtout pour Unreal Engine qu'Epic Games est connu. En gros, Unreal Engine, c'est un logiciel 3D, ça veut dire qu'il va gérer tout ce qui va être objet en volume, et non pas des dessins comme dans la 2D. Il va surtout gérer plutôt des rendus photoréalistes et en temps réel. Ça veut dire que tout changement, il va être calculé quasi immédiatement, sans de longs temps de rendu, ce qu'on va avoir sur d'autres logiciels 3D qui sont plus lents du coup dans leur utilisation. C'est un logiciel qui est à la base prévu pour du jeu vidéo et qui depuis quelques années est détourné pour d'autres industries, donc par exemple l'automobile, puisqu'il va servir pour les designs, pour les supports de communication, pour ce qui va être publicité, brochure, mais également comme support commercial. Quand vous vendez une Pagani qui coûte je sais pas combien, la personne veut customiser un peu son véhicule avant de l'acheter. Vous allez aussi avoir des usages dans l'architecture, donc pour tout ce qui va être conception de lieu de vie, zone commerciale, vous allez pouvoir faire de la simulation de foule, des choses comme ça, donc ça rend la chose très vivante. Il y a même une boîte à Strasbourg qui s'appelle Twinmotion, qui donc fait un logiciel d'architecture basé sur Unreal, qui a été racheté il y a quelques années par Epic Games. Vous allez aussi avoir des usages dans la télévision, par exemple avec des présentateurs ou présentatrices sur fond vert, et vous allez avoir un gros motion design pour afficher des résultats sportifs, montrer des dégâts météorologiques, etc. C'est visuellement très impressionnant. Et sinon, vous avez aussi dans l'audiovisuel, où les fonds verts maintenant sont tout doucement remplacés par des écrans à LED, où du coup vous avez un décor 3D qui est visible sur les écrans à LED qui sont derrière les acteurs, et ces écrans en fait sont connectés à des caméras physiques qui, en fait, quand on va faire un mouvement avec la caméra physique, c'est connecté à Unreal Engine, et du coup, Unreal Engine va essayer de corriger en fait le parallaxe, le mouvement du décor derrière, pour que ça paraisse complètement naturel. Et évidemment, la série qui a beaucoup fait parler d'elle pour cette technique, c'est The Mandalorian, qui est un spin-off de la série Star Wars.
Mais il est où le rapport avec Praxinos dans tout ça, vous allez me dire? Parce que comme je l'ai dit, mes collègues et moi, donc on est des techniciens de la 2D, on n'est pas des techniciens de la 3D à la base. Donc on pourrait se demander du coup, c'est quoi la valeur ajoutée de Praxinos pour Epic Games ou pour Unreal Engine? Donc là, voilà, on est toujours rendu fin 2018. On est en train de discuter avec Epic Games, on discute aussi entre nous, et tout doucement, en fait, on commence à avoir l'idée d'un concept un peu fou qui serait un logiciel d'animation 2D dans un environnement 3D temps réel. La vidéo. On y est. Donc autrement dit, voilà, le concept, c'est de se dire, tiens, et si on mélangeait un logiciel où on peut vraiment dessiner, et où on aurait du coup Unreal Engine sous le capot pour gérer tout ce qui est 3D temps réel. En gros, l'intérêt, c'est de mélanger vraiment 3D et 2D, déjà pour profiter du meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le tout dans une seule interface, évidemment, puisque d'un côté, on a la spontanéité du dessin, parce que la 3D, c'est comme toujours un peu plus long et plus complexe à mettre en place, mais d'un côté, vous avez aussi la praticité de la 3D pour tout ce qui va être gestion des environnements et tout ce qui va être objet complexe, alors tout ce qui va être véhicule, bâtiment, tout ce qui va être aussi mouvement de caméra, c'est hyper pratique. Et ensuite, vous avez l'aspect temps réel qui a deux intérêts. Vous avez d'un côté tout ce qui va être gestion des lumières, des ombres, tout ce qui va être effets, particules, tout ça, qui peut être géré du coup instantanément. Et vous avez aussi le côté itératif et collaboratif qu'on va retrouver dans le temps réel. Parce qu'en 2D, il faut savoir que les pipelines, traditionnellement, sont très linéaires. Donc quand vous arrivez vers la fin du projet, si jamais il y a eu des erreurs, vous avez très peu de marge de manœuvre. Et là, du coup, avec le temps réel, comme il y a un fonctionnement hyper collaboratif dans Unreal Engine, le projet peut se monter au fur et à mesure, non plus en linéaire, mais en parallèle. Et du coup, vous avez un véritable changement de paradigme applicable à la 2D. Et c'est ainsi qu'est né le projet Odyssey, qui est donc ce projet de logiciel d'animation 2D dans un environnement 3D temps réel. Et dans les faits, comment ça se passe ? Donc là, on est rendu novembre 2018, Praxinos se crée avec 7 associés. Début 2019, on entre à l'incubateur The Pool, au tiers-lieu Blida à Metz. Et le projet débute, on est 4 travailleurs à temps plein. Donc il y a 7 associés, mais 4 travailleurs à temps plein. Les autres ont déjà des boulots ailleurs et tout, ils sont juste là pour soutenir le projet. Donc on est 4 et on décide de se partager les tâches. Donc on est 2 à explorer Unreal Engine en tant qu'utilisateur et on est 2 à l'explorer en tant que développeur. Et les débuts sont très sincèrement assez difficiles sur Unreal. Au début, on se sent vraiment au pied de l'Everest, que ce soit côté développement ou utilisation d'ailleurs. Donc par exemple, côté utilisation, en fait, Unreal, c'est un logiciel très polyvalent, comme je l'ai expliqué, mais donc du coup, il est complexe. Et du coup, on a dû voir beaucoup de tutoriels, étudier tout ce qu'il y avait sous la main, faire beaucoup d'exploration. Enfin voilà, il y a eu un temps d'exploration pour comprendre la philosophie du logiciel côté utilisateur. Et côté développement, c'est pareil, Unreal Engine, il a un code qui est immense. Et donc au début, on avait même des difficultés en fait à optimiser le développement, même les compilations prenaient des heures et tout. Enfin, c'était hyper décourageant au début, sincèrement. Et puis tout doucement, voilà, on s'est serré les coudes. On a eu un soutien aussi un peu technique ça et là d'Epic Games qui nous a pas lâché non plus. Et donc comme ça, tout doucement, en fait, on a gagné en autonomie, on a gagné en efficacité. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, on s'est retrouvé plus à l'aise en fait avec le développement et l'utilisation d'Unreal Engine. Et donc au bout de 2 mois, donc à partir de fin février, début mars 2019, on commence le développement concret. Et là, en fait, Unreal Engine, à l'époque, voilà, c'était pas de gestion de tablettes graphiques, donc tout ce qui est tablettes numériques sur lesquelles on va dessiner, voilà, ça ne marchait pas avec Unreal à l'époque. Il n'y avait pas d'outils de dessin, enfin voilà, c'était un terrain quasi vierge pour nous, donc c'est cool, mais du coup, faut tout réinventer. Donc il fallait définir déjà par quoi on allait commencer, et ça va nous permettre de passer à la 3e vidéo. Alors, est-ce qu'elle joue? Voilà, hop, super. Donc notre première étape, c'était déjà de réfléchir à un moteur de brosse, c'est-à-dire un moteur qui puisse permettre de créer des crayons, des plumes, des aquarelles, des gouaches, etc. Fallait qu'on puisse concevoir les brosses, nous, du côté Praxinos, pour pouvoir les fournir aux utilisateurs, mais on voulait aussi que l'utilisateur puisse lui-même créer ses propres outils. Et finalement, on s'est penché sur Blueprint, qui est donc un langage nodal natif à Unreal Engine, qui est somme toute assez avancé, un peu plus avancé que des paramétreurs de brosse très classiques dans d'autres logiciels, mais qui reste quand même accessible. C'est-à-dire que même moi qui ne suis pas développeuse, ça c'est un tutoriel que j'ai fait moi, donc j'arrive à l'utiliser. Il suffit juste de connecter des petites bottes les unes avec les autres, et puis ça fait une chaîne de commandements, et on arrive à concevoir une brosse au fur et à mesure comme ça.
Ensuite, il y avait l'étape qui consistait en fait à créer des images utilisables dans Unreal Engine. Il faut savoir que par défaut, dans Unreal, vous ne pouvez pas créer d'images, vous pouvez que les importer. Mais une fois que vous importez, ça génère ce qu'on appelle une texture 2D, un asset texture 2D. Donc nous, on s'est basé sur le texture 2D et on l'a juste amélioré en le rendant multicalque, voilà, etc. Et puis on a également on a dû également travailler sur la compatibilité des tablettes, donc c'est-à-dire gérer tout ce qui était pression, tout ce qui est inclinaison, tout ce qui est azimut, etc. Donc ça, on n'avait rien vraiment. Il me semble qu'on n'avait rien, donc on avait dû tout refaire à notre sauce. Et voilà. Donc tout doucement, on avance sur ces 3 éléments de ce module, tout doucement. Et puis au bout de 6 mois de développement, on en est rendu à faire un choix. C'est de se demander, est-ce qu'on continue finalement à travailler sur Odyssey en sous-marin et personne ne sait ce qu'on fait pendant peut-être encore 2 ans, ni même Epic, ni rien? Ou est-ce qu'on ne confronterait pas un petit peu ce qu'on vient de faire en tant que module, enfin le laisser disponible à des utilisateurs pour qu'ils puissent déjà nous donner un premier feedback dessus, savoir est-ce qu'on va dans la bonne direction, est-ce que ça leur plaît? Et finalement, on décide de faire ce choix-là. Et du coup, ce module devient un plugin, et ce plugin s'appelle Iliad, et il est sorti en décembre 2019. Donc ce plugin, il est gratuit sur la marketplace d'Unreal Engine. Et grosso modo, à quoi il sert? Il va servir en fait à gérer tout ce qui est texture 2D en fait dans Unreal. Donc il peut servir à changer la texture ou les couleurs d'un personnage, de faire plusieurs variations. Voilà, vous avez un personnage, il a plusieurs types de vêtements. Vous pouvez faire rapidement les différentes couleurs des vêtements. Vous pouvez faire des variations. Vous pouvez également éditer ce qu'on appelle les normals, qui sont ces images violettes sur lesquelles vous allez dessiner pour créer un faux relief. Et vous pouvez également gérer tout ce qui va être de l'univers du jeu vidéo 2D, donc tout ce qui va être sprite, tiles, ça peut être pour faire des objets, des décors, des personnages, vous pouvez même faire des petites animations, voilà. C'est assez polyvalent. On a même une start-up à New York, c'était la petite surprise, je crois qu'on a découvert ça peut-être il y a 1 an, je crois. Donc c'est une boîte qui s'appelle Red House Games qui utilise Iliad pour développer un plugin de foliage, donc pour faire des feuillages sur Unreal. Ça s'appelle Sprout, c'est toujours en développement, il n'est pas accessible à l'heure actuelle. Mais voilà, on était super contents de voir qu'ils utilisaient Iliad comme support à leur propre plugin, ça faisait plaisir. Et aujourd'hui, donc Iliad, il continue toujours d'évoluer en parallèle d'un 2e module. Donc ce 2e module, c'est la 2e étape. On en est là du coup à début 2020 et notre réflexion, c'est de nous dire il faut qu'on puisse gérer l'espace et le temps dans Unreal. Et je ne peux pas lancer la vidéo. Ah, merci. Donc, grosso modo, on cherche à simplifier en fait la création de caméras dans l'environnement 3D et de faire en sorte que ces caméras, qu'elles soient appelées en fait sur une ligne de montage pour justement voir le point de vue de la caméra. Donc, et puis en fait, on a aussi besoin en fait que devant la caméra, on a besoin qu'il y ait une plaque de verre sur laquelle on va pouvoir dessiner. Et du coup, on imagine un concept qui est de se dire imaginons, on a notre environnement 3D, on se balade dedans pour trouver le meilleur point de vue. On y place la caméra, bim, automatiquement, ça crée une plaque de verre devant la caméra. La caméra, elle est appelée dans une ligne de montage. Et du coup, on peut voir le décor 3D plus le dessin, puisque comme on est sur une plaque de verre, du coup, on voit le dessin à travers la plaque de verre. Donc, le décor à travers la plaque de verre. Et du coup, en fait, tout ce process, en fait, là, nativement dans Unreal, il est assez barbant, il est assez long, il n'est pas du tout intuitif quand on n'est pas familier d'Unreal. Et du coup, on fait pareil, notre petite popote, on décide de réutiliser des éléments d'Unreal Engine, alors tels que les ciné caméra actors, qui sont donc des 3D qu'on place dans l'environnement 3D, les planes, qui sont des objets plats qu'on va placer aussi dans l'environnement, et le sequencer, qui est une ligne de montage dont on sert pour faire notre outil. Et du coup, à partir de ça, on développe notre propre séquenceur avec notre propres assets. Et après 18 mois de développement, ça a pris un peu plus de temps qu'Iliad en soi, on décide une stratégie finalement assez similaire à Iliad, qui est de se dire, ce module, faut que ça devienne un plugin de storyboard. Et du coup, c'est comme ça que naît le plugin Epos. Alors Epos, lui, pour l'instant, il n'est pas disponible sur la marketplace d'Unreal Engine, mais il est accessible sur candidature en bêta-test fermé depuis juin 2021. Et donc, s'il y a des intéressés parmi vous, inscrivez-vous, s'il vous plaît. Et sinon, à l'heure actuelle, Epos, du coup, on a des retours plutôt positifs. On est super contents. On a pour l'instant surtout des artistes indépendants, des freelances qui travaillent soit seuls, soit en collectif. On a quelques gros studios à l'étranger, notamment un en Angleterre et un au Japon. Pour la France, ça devrait bientôt arriver, on espère.
Et en gros, en fait, pour le coup, en fait, avec Epos, on s'en était pas forcément rendu compte au début, mais en fait, il y a une véritable innovation dans la création de storyboards. C'était finalement un des rares pans de la production de l'animation qui avait pas tellement évolué depuis quelques années. Et là, du coup, en fait, il y a quand même une approche qui est assez différente. Il y a même une revalorisation de certains métiers, notamment du métier de layout man. Alors, je vais pas forcément entrer dans le détail non plus, mais voilà, c'est un métier qui avait tendance à disparaître. Et je pense qu'avec Epos, on a moyen justement de le réinventer, ou en tout cas de le remettre en avant. Alors en termes de perspectives futures pour Praxinos, donc je vais le dire assez rapidement, mais en gros, la prochaine étape, c'est de gérer tout ce qui va être animation à proprement parler, donc tout ce qui est gestion d'assets multicalques, tout ce qui va être outils traditionnels, donc type OnionSkin, Flip, etc. On a aussi un projet de R&D avec l'INRIA de Bordeaux, et s'il réussit, ça devrait pareil apporter un gros changement dans l'animation 2D, hein, on croise les doigts. Et sinon, il y a un gros travail d'assemblage et d'interface graphique qui est toujours nécessaire, parce que, comme je l'ai dit, Unreal Engine, c'est un logiciel assez complexe qui est adressé plutôt à des techniciens. Et nous, on veut rendre Odyssey facile à prendre en main, en fait, pour des artistes animateurs qui sont souvent un peu moins techniciens que des mecs qui viennent de la 3D. Et en termes de date de sortie, donc on vise plutôt 2023, hein, en espérant qu'on y arrive. Hein. Pour y arriver, on a... déjà, va falloir qu'on embauche des gens, surtout des technico-commerciaux, puisqu'à l'heure actuelle, on n'a pas d'équipe commerciale. Des créateurs de contenu pour alimenter tout ce qui va être réseaux sociaux, ils sont plusieurs. Et puis éventuellement, des développeurs pour compléter l'équipe. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est 8 employés, dont 7 à temps plein, et que l'objectif, ce serait d'ici 2027 de doubler les effectifs. Et pour ça, en termes de business model, on imagine plutôt des ventes et de la location de licences Odyssey, plus du support technique qui serait gratuit pour les choses vraiment banales, et puis du coup payant pour du développement personnalisé avec une obligation de réponse, par exemple en 24 heures, etc. Mais fondamentalement, on n'est pas contre trouver aussi un autre business model qui inclut davantage une solution, qui soit davantage open source, en fait. C'est quelque chose sur lequel on réfléchit pas mal, et en fait, on est preneur de toute idée qui permettrait un business model avec de l'open source. Voilà. En termes de financement, donc vous l'aurez compris, Praxinos ne vend rien à l'heure actuelle. Donc la question qu'on nous pose souvent, c'est comment vous financez tout ça. Déjà, il y a eu des apports personnels en capital. Au début, il faut aussi savoir que, comme je l'ai dit, on était 4 personnes à travailler à temps plein, mais dans les faits, on n'était pas payé à temps plein. C'était Pôle emploi qui complétait nos salaires, hein, c'est tout à fait légal. Ça s'appelle les aides de retour à l'emploi, et c'est prévu pour. Et en fait, ça nous a fait des grosses économies sur la masse salariale. On a un peu tendance à oublier, mais c'est vrai que Pôle emploi, c'est sans doute le premier business angel pour la création d'entreprise, hein, parce que on peut pas toujours se payer un salaire tout de suite. Il faut savoir aussi qu'il y a eu d'autres financements publics à l'échelle régionale, donc plutôt à l'échelle de la région Grand Est, puisque du coup on est basé à Metz et non pas en Aura. On a aussi eu de l'aide du CNC via le dispositif ERIAM, et également de la French Tech. On a eu un petit soutien de la French Tech. On a également du financement privé, notamment grâce à Epic Games et leur programme Mega Grant, qui est un programme de mécénat qui aide, en fait, c'est assez varié, ça aide en fait au développement d'outils, de projets pédagogiques, de projets d'animation, de séries, de longs métrages, de jeux vidéo. Voilà, c'est assez varié. Et on a du coup eu un bon soutien d'Epic Games là-dessus. Et enfin, on a eu également 2 prêts, dont un de Socoden, qui est un organisme financier co-géré par les sociétés coopératives, ce qui me permettra de conclure tout ceci par un sujet qui me tient à cœur, que sont du coup les SCOP. Alors du coup, c'est quoi une SCOP ? Une SCOP, c'est une société coopérative, et c'est ce qu'est Praxinos. Il faut savoir qu'une SCOP, c'est une sous-couche de structures juridiques qui existent déjà, donc les SARL, les SAS, les SA. Ça reste une société commerciale, hein, et c'est un modèle qui est donc soit méconnu, soit qui souffre d'idées reçues. Donc je vais essayer un petit peu d'expliquer tout ça, notamment parce que je pense que c'est un statut juridique qui est très intéressant, tant sur le plan sociétal qu'économique. Du coup, on va commencer par les avantages sociétaux. Alors déjà, il faut savoir qu'une SCOP, elle appartient majoritairement à ses salariés. Personne ne peut être majoritaire. Vous pouvez avoir des associés extérieurs, mais ils seront toujours minoritaires. Et même entre associés salariés, vous serez tous minoritaires. Personne ne peut être majoritaire, sinon c'est pas une SCOP.
faut savoir aussi que contrairement à une société classique, une personne égale une voix et non pas une part égale une voix. Ça rend du coup le fonctionnement beaucoup plus démocratique puisque contrairement à une société classique où généralement c'est la personne qui a du coup le plus de parts, le plus investi dans la boîte, qui a le plus voix au chapitre, ici que vous ayez mis 1 000 € ou 10 000 €, vous avez la même voix que votre collègue en fait. Et ça c'est une grosse différence je pense. Parce que ça permet justement d'éviter d'avoir des rapports économiques, socio-économiques les uns envers les autres, mais justement d'avoir vraiment des rapports entre pairs en fait, et ça change beaucoup. Ensuite, il y a aussi du coup un rapport hiérarchique qui est beaucoup plus lissé, puisque les associés sont des salariés et que ce sont les associés qui élisent leurs dirigeants. Si jamais le dirigeant ne fait pas bien son boulot, les salariés ont le pouvoir de le dégager. Par exemple, dans le cadre de Praxinos, dans nos statuts, il suffit de 10% des associés pour me forcer à faire une assemblée générale extraordinaire qui viserait à éventuellement me dégager. C'est-à-dire que puisqu'il faut 10% et qu'on est 8, il suffit qu'il n'y ait qu'un seul de mes collègues qui soit plus d'accord avec ma façon de travailler pour dire « Non, non, Élodie, on convoque là une assemblée générale extraordinaire et on va rediscuter de ton rôle de gérante parce que là, tu mets la boîte en danger, par exemple. » Et donc là, du coup, forcément, il y a un rapport qui est un peu différent entre employeur et employé. Et de fait, comme le dirigeant, du coup, a un lien de subordination envers ses associés, ce lien de subordination fait que vous êtes salarié, vous êtes considéré comme un salarié. Et donc, vous cotisez à l'assurance chômage. Parce que c'est bien ça, en fait, qui est important au niveau de l'assurance chômage. C'est pas votre paye, c'est de pouvoir prouver que vous avez un lien de subordination. Et là, du coup, en scope, vous l'avez. Alors, on est d'accord, l'assurance chômage, c'est une assurance, et au cas où les choses ne marchent pas, clairement, si je peux ne pas m'en servir, c'est nickel. Mais personnellement, je préfère cotiser dans le vide et me garantir un éventuel petit coussin d'atterrissage en cas de problème que de ne rien avoir du tout. Voilà. Et ensuite, dernier gros avantage sociétal pour moi, c'est qu'une part des bénéfices, donc on est une société commerciale, donc on est là pour faire du profit quand même. Donc c'est qu'il y a une part de ces bénéfices, une part de ce profit qui est obligatoirement reversée à tous les salariés, qu'ils soient associés ou non, et ça s'appelle la part travail. Ce qui nous permet du coup, sans transition, de parler des avantages économiques et fiscaux de la SCOP. Alors comme je l'ai dit, il y a obligatoirement une part travail. En fait, la répartition des bénéfices, donc vous avez une partie qui est la part travail, vous avez une partie qui est pour les réserves qui sont obligatoires dans une SCOP, et vous avez de façon facultative des dividendes. Mais les dividendes seront toujours inférieurs à la part travail et toujours inférieurs aux réserves. Voilà. Là, vous avez par exemple un petit schéma où on voit qu'il y a ici 15% de dividendes qui sont reversés, mais c'est totalement facultatif, à vrai dire. Il y a même, je crois que statistiquement, les scopes versent même encore moins que ça, mais bon. Il faut savoir du coup que quand il y a une part travail, vous allez baisser votre résultat fiscal, ce qui fait que vous allez aussi baisser vos impôts. Donc là, il y a un gros avantage fiscal. On peut même pousser les choses encore un peu plus loin parce que si vous avez un accord de participation, et cela est valable même dans les scopes qui ont moins de 50 employés, eh bien l'équivalent de la part travail peut être versé en ce qu'on appelle la provision pour l'investissement. C'est les PPI. Le PPI, c'est un dispositif qui a été annulé en 2012, mais qui est maintenu dans les scopes. Donc en gros, vous mettez par exemple 50% par travail et 50% en PPI, du coup vous avez encore une plus grosse diminution des résultats fiscaux et une diminution du coût des impôts qui est encore plus forte, voire même je crois que du coup ça revient à 0 en fait. Alors attention, les PPI, c'est pas les Pandora Papers. Il y a quand même une obligation d'utiliser l'argent, les réserves pour le réinvestissement dans l'entreprise, puisqu'il faut savoir que dans une SCOP, les réserves sont impartageables. C'est-à-dire que tout l'argent qui est mis en réserve ne pourra jamais être distribué chez les associés, chez les actionnaires. C'est impossible. Il sera forcément réutilisé pour embaucher des gens, pour renouveler le parc informatique, renouveler les machines, augmenter les salaires, soyons fous. Donc voilà, ça, pour le coup, je trouve que ça a un fonctionnement beaucoup plus serein, je trouve, de réinvestir l'argent dans la société, dans l'outil de travail, que de juste revaloriser le capital. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Également,
pareil, point de vue purement fiscal, donc vous n'avez pas de contribution économique du territoire, c'est-à-dire pas de cotisation foncière des entreprises, pas de contribution à la valeur ajoutée en entreprise. Et si vous avez besoin de fonds, vous avez des outils financiers comme les titres participatifs, les certificats participatifs, les obligations. Vous avez des organismes comme Socoden, Scopinvest. En Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez aussi CopVenture. En fait, voilà, il y a pas mal de leviers qui existent pour aider les SCOP à lever des fonds. Parce que, contrairement du coup aux sociétés classiques, puisque le fonctionnement fait que personne ne peut être majoritaire et que tout le monde est à égalité, c'est un modèle de fonctionnement qui n'intéresse pas les capital risques, les investisseurs, les business angels classiques. Parce que, bon, déjà, ils peuvent pas être majoritaires, alors tous ne le font pas non plus, mais surtout, du coup, ils ne peuvent pas faire de plus-value à la revente des parts, parce que ça aussi, c'est une caractéristique des SCOP, c'est que les parts gardent leur valeur nominale. Elles ne prennent pas de valeur, en fait, avec le temps, contrairement aux sociétés classiques. Parce que l'objectif d'une SCOP, c'est pas d'être vendu, c'est de transmettre. C'est pas de moi, je l'ai entendu récemment, je trouvais ça super classe. En conclusion, quand même quelques scopes dont j'avais envie de parler. Donc vous avez à Bordeaux, vous avez Motion Twin qui est connu notamment pour le jeu vidéo Dead Cells qui a fait beaucoup parler de lui. Vous avez Rainbox Lab qui sont dans le Nord et eux développent des outils, pareil pour l'animation, des outils open source. Vous avez à Montpellier l'Effet Spécial et Nobody Studio qui eux sont des studios d'animation. Et dans le numérique, au sens plus large, vous avez en Auvergne-Rhône-Alpes Alma qui fait du développement de logiciels et vous avez Hbang, c'est des copains qui font des services web, qui font du développement de services web. Voilà. Je dirais quand même en conclusion que la SCOP, ce n'est, contrairement à ce que j'entends, c'est pas une utopie parce que ça existe, mais c'est pas une idylle non plus. Ça ne préserve pas de tension, de mauvais management ou quoi. Ça, c'est de l'ordre du relationnel humain. Vous avez des sociétés classiques où vous avez un super relationnel, où les choses se passent très très bien, et vous avez des scopes où l'ambiance est désastreuse. Par contre, je trouve que la scope, de par son cadre légal, c'est un terreau fertile justement à l'innovation managériale. C'est repenser la gouvernance, c'est modifier les rapports hiérarchiques, c'est un peu revaloriser le travail et non le capital, et voilà, et bien plus encore. Et puis surtout, la SCOP, moi perso, c'est un modèle qui me plaît beaucoup et que j'essaie de promouvoir, comme vous l'aurez compris, parce que je pense, en particulier après toutes les crises qu'on a eues, alors les gilets jaunes, le Covid et même avant ça, la crise des subprimes, je pense que c'est justement, il est temps, c'est l'occasion de revoir un peu le fonctionnement interne qu'on a dans les entreprises, de redonner du pouvoir et de l'autonomie aux travailleurs et de redonner du sens, en fait, de redonner du sens et de la valeur au travail. Et pour ça, je pense que les SCOP sont un levier à notre disposition. Voilà. Merci beaucoup, Élodie, pour cette présentation. Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses, vous savez comment monter votre société, votre scope, comment innover, comment financer l'innovation et comment revenir vers une logique pour être accompagné. Voilà, vous avez tout en un. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Tu l'as évoqué. Est-ce que tu as vu le documentaire de Motion Twin? Tout à fait, oui. Excellent documentaire. Je me suis complètement reconnue en fait dans les propos qu'il tenait. Ouais. Nous avons un commentaire de mon collègue Damien qui précise que la French Tech in the Alps est aussi sous un format de scope. Et question de Max Elwok, comment se passe l'arrivée d'un nouveau salarié dans une scope au niveau du partage du capital, sachant que les salariés déjà présents ont peut-être déjà apporté une part de ce capital, apport financier ou apport en industrie? Alors, l'arrivée d'un nouveau salarié, elle va dépendre beaucoup déjà des statuts de l'entreprise. Par exemple, généralement, classiquement, dans une scope, il y a une phase, où le nouveau salarié va un peu apprendre l'ambiance, va apprendre les choses. Et là, un certain temps après une certaine période, il a la possibilité de demander à être associé. Et c'est là où après il va y avoir des différences en fonction des coopératives, parce qu'il y en a qui vont obliger à devenir associés. Et donc, du coup, ça va prendre la forme, par exemple, d'une ponction sur le salaire pour nourrir des parts sociales, etc. Ou ça va être, quand il y aura des bénéfices et qu'il y aura une part travail de reverser, cette part travail, elle va en fait être reconvertie en capital social. En fait, là, pour le coup, chacun fait sa popote. Nous, à Praximos, en tout cas, moi, je partais du principe qu'on ne peut pas être libre et comprendre complètement c'est quoi être associé dans une coopérative si on vous force à l'être.
parce que c'est comme payer ses impôts. Vous payez vos impôts, vous savez pas vraiment à quoi ils servent. C'est tellement flou comme concept qu'on se rend pas forcément compte à quoi ça sert. Alors que du coup, pour moi, si on laisse le choix de devenir associé, donc associé coopérateur, vous comprenez, vous êtes plus au courant des tenants et aboutissants. Vous voyez vraiment quelle est finalement votre force d'avoir justement vos chapitres sur les décisions d'entreprise, etc. Donc là, vraiment, ça dépend de plein de gens. Ensuite, donc en fonction des règles de chacun, ça dépend des statuts de chacun. Vous avez normalement un montant minimal qui est demandé. Alors pour certaines boîtes, ça va être 8 000, pour d'autres, ça va être 100. Je crois qu'à Praxino, c'est 1 000, le minimum. Voilà, et après, il n'y a plus d'obligation. Et par contre, voilà, ça c'est vrai que c'est un avantage que j'avais oublié de mentionner, c'est que même en SARL, donc Praxino, c'est une scope SARL, eh bien, le capital est variable. Et à chaque fois qu'il y a des augmentations de capital ou des diminutions de capital, vous n'avez pas besoin de republier comment ça s'appelle, de faire une publication publique, de dire, bah voilà, le capital a changé, il a bougé. Non, voilà, comme le capital est variable, vous faites votre petite popote derrière, il monte, il descend. Tant que c'est validé derrière en AG et que vos papiers sont propres derrière, voilà, il n'y a pas de souci. Il y a quelques définitions, par exemple, vous n'avez pas le droit d'être en dessous du quart du capital social historiquement le plus haut. Voilà. Vous pouvez pas descendre en dessous. Mais sinon, voilà, après, vous pouvez augmenter autant que vous voulez. Je vois des tentatives d'écriture de questions, mais je ne vois rien poindre. Du coup, je vais. Et voilà. Puis du coup aussi pareil, le nouvel associé donc qui se propose, donc le salarié arrive, il bosse par exemple. Alors je vois Praxino, je crois que c'est, je sais plus, c'est 3 mois ou 6 mois, je sais même plus. Au bout d'un certain temps, donc s'il dit voilà, je veux devenir associé, du coup il doit faire une candidature auprès de la gérance, donc en l'occurrence c'est Bibi qui s'en occupe. Et ensuite, la gérance va convoquer une assemblée générale et puis dire bon voilà, j'ai Jacqueline qui veut nous rejoindre en tant qu'associée. Est-ce que vous validez tous ensemble? Oui, non. Bon, généralement tout le monde dit oui. Hein, et puis et voilà. Très bien. Du coup, moi j'avais plus des questions dans le rapport avec Unreal. Oui. Du coup, comment ça fonctionne? Je sais qu'à un moment donné, ils avaient aussi beaucoup investi. Je crois que vous avez bénéficié aussi d'une aide d'Unreal dans ce cadre-là. Oui, mais au-delà Megagrant, de l'aide financière, c'est comment ça se trame concrètement un rapport avec un éditeur comme ça qui a quand même plutôt les gros moyens et qui peut vite se dire tiens, ça c'est génial, pour le coup, tout leur travail, je pourrais peut-être me l'approprier, quoi. Alors, le Megagrant, cette balance-là d'équilibre, je suis important pour Unreal sans pour autant qu'il me phagocyte. Alors là-dessus, donc le Megagrant, c'est vraiment un programme de mécénat. Ils n'attendent, comment dire, ils ne nous forcent à rien derrière. Et d'ailleurs là-dessus, je tiens à être bien clair, c'est qu'avec Epic Games, on n'a pas du tout un rôle de prestataire. On est indépendant dans nos développements. On leur soumet ensuite à ce qu'on a fait, donc via le Megagrant ou autre. Et s'ils apprécient ce qu'on a fait, eh bien, ils abondent et ils nous redonnent un billet pour continuer le développement. Mais ce n'est pas eux les donneurs d'ordre. Et là-dessus, c'est une relation assez folle parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on l'explique, on nous regarde avec des yeux comme ça en disant mais c'est pas possible, une grosse boîte comme Epic Games qui vous donne de l'argent, qui vous demande rien en retour. Dans les faits, si, en fait, c'est un fonctionnement du coup plutôt sain. Enfin, c'est un fonctionnement basé sur la confiance. Hein. Il faut montrer patte blanche, montrer ce qu'on est capable de faire, et puis au fur et à mesure, voilà, on avance dans les projets et puis plus on montre qu'on est digne de confiance, plus derrière ils abondent en fait. Donc voilà notre fonctionnement avec eux à l'heure actuelle. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors ouais, je vois quelle stratégie vous avez mis en place pour suivre l'évolution technologique du moteur d'Unreal. Je pense notamment au changement de version mineur et également majeur avec l'arrivée d'Unreal 5. Alors, très sincèrement, l'arrivée d'Unreal 5, ça a été un gros chamboulement parce qu'on s'y attendait pas. Et du coup, ça nous a obligés en fait de revoir certains développements, puisque du coup, typiquement en fait EPO, c'était pas nécessairement prévu comme pour être un plugin. On était en train de le développer en tant que module pour Odyssey, et puis quand il y a eu l'annonce justement d'Unreal 5, on s'est dit bon on va pas continuer à développer sur un moteur qui va être désuet dans un an.
Donc c'est là où du coup on a mis plus l'accent sur Epos pour en faire réellement un plugin. Mais sinon du coup on suit très régulièrement les avancées. Donc là pour le coup on est logé à la même enseigne que tous les autres utilisateurs d'Unreal. Hein. On n'a pas d'infos avant tout le monde. Au mieux, on peut des fois avoir des petits bruits de couloir, mais on n'a pas l'opportunité de tester Unreal. On n'a pas eu l'opportunité, par exemple, de tester Unreal 5 avant tout le monde. Hein. On a dû attendre la version bêta publique, comme tout le monde, pour mettre les mains dedans et voir ce qui avait changé. Voilà. Ok, dans la continuité de ce qu'on évoquait avec le Mega Grant, question de Max Elwald, quelles sont les conditions du Mega Grant et le processus pour en bénéficier? La page dédiée au Mega Grant sur leur site n'est pas vraiment détaillée. Est-ce que c'est toujours ouvert? Est-ce que c'est toujours actif? C'est toujours ouvert, oui, c'est toujours ouvert. Alors, elle n'est pas forcément détaillée parce que finalement, c'est un peu à chacun de mettre en avant son projet. Alors, je sais, ça, c'est la seule chose que je puisse vraiment dire. Il y en a deux, en fait, deux choses que je peux vraiment dire sur le Mega Grant. C'est que de un, ils ne financent pas les concepts. Ils veulent déjà au moins l'équivalent d'un MVP, surtout quand c'est pour du développement d'outils. Hein. Ils veulent au moins l'équivalent d'un MVP pour pouvoir comprendre ce qui est fait. Et une vidéo, une bonne vidéo qui explique vraiment tout le projet, ça aide pas mal. Voilà. Très bien. J'ai le sentiment qu'on arrive au bout de ce webinaire. De rien, Max Elwog. Voilà, je voulais te remercier une nouvelle fois pour ton implication dans ce webinaire et puis pour tout ce contenu, cette capacité de storytelling que tu développes. Merci beaucoup en tout cas pour ce premier webinaire. Et comme on le disait en préambule, celui-ci sera accessible sur la chaîne YouTube de Minalogic. Et moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain avec Foliascope pour parler de l'innovation dans l'animation traditionnelle, pour le coup, et de voir que, loin d'être aussi traditionnel que ça, l'innovation technologique est à tous les niveaux. Je pense que je serai dans le public ainsi que pour VGC Software. Je pense que je serai dans le public dans les deux là, au moins, ça c'est sûr. Parfait. Et je te dis dans un mois, et puis encore merci. Et puis je voulais aussi remercier ma collègue Nathalie, que l'on ne voit pas, mais qui a œuvré derrière pour vous passer toutes ces vidéos et faire en sorte que le webinaire que vous avez suivi soit le plus fluide possible. Merci à toi Nat, et à très bientôt, un mois prochain. À bientôt. Merci et au revoir.